Olivier Amiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, romancier, essayiste et spécialiste de littérature, plus particulièrement de l'auteur Bret Easton Ellis, auquel vous avez consacré un essai, très bel essai, Voir le pire. Bret Easton Ellis, c'est devenu la cible privilégiée des woke. Vous écrivez même dans cet essai, c'est la première victime du phénomène cancel culture. Donc de fait, vous vous êtes fait vous-même le pourfendeur de cette culture, cancel culture, et de ce mouvement woke. Mais on va commencer un petit peu peut-être par définir ce que ça veut dire exactement, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce que c'est exactement que le woke et la culture cancel. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la cancel culture, c'est une arme militante qui consiste à effacer, comme son nom anglais l'indique, c'est-à-dire censurer, appeler à boycotter, à bannir les œuvres culturelles, les événements historiques, les artistes, les individus qui ne pensent pas ou qui ne représentent pas une sorte d'autoproclamé progressisme, une idéologie autoproclamée progressiste, et qui est portée par ce mouvement woke, qu'on pourrait traduire par les éveillés, c'est-à-dire les gens qui se considèrent comme les seuls conscients et les seuls légitimes pour pouvoir dénoncer toutes les discriminations, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sexuelles ou autres. Ce phénomène de cancel culture et ce mouvement woke, il est né sur les campus nord-américains et ça se répand dans toutes les sociétés occidentales, et c'est une amplification de ce qu'on connaît déjà, du politiquement correct. C'est-à-dire le politiquement correct, c'était cette volonté de faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, pour ne pas offenser les minorités. La cancel culture et le mouvement woke va plus loin, puisqu'elle dit, si vous offensez les minorités, ben vous devez être effacé, vous devez être banni, vous devez être censuré. Donc ça va beaucoup plus loin. Et c'est aussi, ce mouvement, il est né aussi d'une déformation de la philosophie de philosophes français, de la French Theory, plutôt de l'école de la déconstruction, Derrida, Foucault et autres, et qui a été un petit peu interprétée avec une vision très anglo-saxonne et nord-américaine. Et c'est ainsi qu'une philosophie qui, à la base, on peut la discuter, mais qui portait sur un rééquilibrage des forces entre dominants et dominés, est devenue une sorte d'idéologie victimaire et d'exclusion, et qui n'évite pas tous les écueils qu'on retrouve aux États-Unis et anglo-saxons. Le premier, donc, c'est le communautarisme, c'est-à-dire qu'en voulant défendre que les minorités, on défend sa propre communauté, donc il y a vraiment cette fragmentation, ce clivage qui naît. Ce phénomène, en plus d'être communautariste, il est aussi très individualiste, c'est-à-dire qu'on met sa propre identité, la défense de sa différence au-dessus de l'ensemble et au-dessus des autres, et donc c'est un mouvement qui est aussi un petit peu narcissique. Et enfin, c'est un phénomène qui prend aussi l'écueil anglo-saxon du puritanisme, et c'est parce que c'est un mouvement qui est très moralisateur. Et alors, on en vient à ce paradoxe que vous soulignez notamment dans Voir le pire et dans votre roman dont on parlera tout à l'heure. C'est qu'au nom de l'antiracisme, par exemple, eh bien, on en vient finalement à souligner les différences et à remettre au goût du jour, d'une certaine manière, si je puis dire, la notion de race. C'est ce que d'ailleurs Elisabeth Badinter dénonce en disant « la race partout, c'est la naissance d'un nouveau racisme ». Donc finalement, c'est comme s'il y avait cette inversion des codes du racisme. Au lieu de lutter contre le racisme, finalement, d'une certaine manière, promouvait une autre forme de racisme. Oui, c'est pour ça que dans le fil conducteur pour Voir le pire, pour analyser l'œuvre romanesque de Bret Easton Ellis, c'était le principe de l'altérité, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec l'autre. Pendant longtemps, le rapport avec l'autre était un rapport d'opposition, de confrontation. Ce qui était autre, c'était l'ennemi, c'était l'adversaire, il fallait l'attaquer. Et l'altérité est devenue justement un principe plus ouvert, c'est-à-dire qu'on se mettait à la place de l'autre pour essayer de le comprendre, pour essayer de voir ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, tous ces mouvements, bizarrement, disent c'est au nom de l'altérité qu'on agit, mais une altérité de confrontation. Et comme vous dites, c'est l'antiracisme qui devient du racisme. Pendant longtemps, l'antiracisme, c'était de gommer les différences. C'était qu'on ne voit pas les différences entre les races, qu'on ne parle plus même de race, qu'on ne parle plus de différences de peuple, de différences ethniques. Sauf qu'aujourd'hui,
c'est l'inverse qui se passe, et l'antiracisme est devenu quelque chose où on met en avant la race, où on met en avant son appartenance ethnique. Donc ça va complètement à l'inverse, il y a une inversion de morale. Et pour toutes les minorités, pour toutes les communautés qui sont défendues, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, vous parliez d'Elisabeth Badinter, qui est une figure aussi du féminisme, mais d'un autre courant féministe beaucoup plus universaliste que celui qu'on connaît aujourd'hui, et pour elle, il fallait gommer les différences entre hommes et femmes, et les inégalités, bien entendu, qu'il y avait entre hommes et femmes. Sauf que on a un courant qui, au contraire, veut marquer encore plus la différence entre les hommes et les femmes, et qui fait finalement un peu l'effet inverse de ce qui était recherché au départ, et qui accentue le clivage entre les personnes et la fragmentation sociale. Et c'est comme ça qu'on en vient par exemple à organiser des événements non mixtes au nom d'une certaine défense donc de l'antiracisme dévoyé. Une sorte d'incohérence, une sorte d'inversion de morale, oui. Alors, donc je le disais, vous prenez l'exemple de Bret Easton Ellis et de son roman American Psycho qui est paru en 91. En fait, c'est le début d'un phénomène, mais qui n'est pas resté cantonné aux États-Unis. On est bien concerné aujourd'hui en France. Ah oui, là maintenant, ça arrive dans toutes les sociétés occidentales, je pense, que ce phénomène-là. L'histoire, rapidement, d'American Psycho, c'est un homme qui travaille à Wall Street la journée et qui le soir est un tueur en série et qui tue alors des femmes, des gens de minorité, qui est vraiment affreux. Et derrière tout ça, bien sûr, c'est une satire sociale de l'argent roi, c'est une satire du capitalisme des années 80, des années fric et de cette domination même masculine. Et pourtant, on l'a pris au premier degré. Et c'est-à-dire qu'on a considéré, le personnage étant misogyne, étant un tueur, l'auteur véhicule aussi ce genre d'idée. Et donc, il a été attaqué avant même que sorte. La maison d'édition, sa première maison d'édition, a reculé, n'a pas sorti le livre. Il a fallu qu'il trouve une autre maison d'édition qui a été chanceuse, parce que ça a été un best-seller mondial et qui se vend encore énormément. Mais en tout cas, il a été attaqué là-dessus. Et donc, en 1991, il est finalement une des premières victimes de cette nouvelle cancel culture. Mais la cancel culture, le fait de pouvoir dénoncer, boycotter, tout ça, ça existe depuis des siècles, quoi. Ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, avec les outils, notamment du numérique, avec les outils médiatiques, à l'époque d'American Psycho, avec les plateaux télé, avec les émissions et tout ça, évidemment, ça prend beaucoup plus de poids. Et avec une sorte aussi de frilosité de la société qui ne veut surtout pas offenser, au nom du politiquement correct, qui ne veut surtout pas être cancellé, qui ne veut surtout pas être effacé, qui ne veut pas être surtout dénoncé par l'autre comme étant quelqu'un de misogyne, de raciste, de sexiste, etc. Et donc c'est né en 1991. Et ce qui est étonnant, ce que je rappelle, c'est que c'est la même année où il y a cette polémique sur American Psycho, en France, on a Philippe Muret qui sort L'Empire du Bien. Et dans L'Empire du Bien, déjà, il sent venir cette cancel culture, il sent venir, il théorise énormément ce principe-là. Il parle du lynchage avec le masque du progressisme. Ça aussi, c'est une autre définition finalement de la cancel culture. C'est un lynchage qui se dit progressiste et qui ne veut pas entendre l'autre. On ne dit pas que l'autre a raison, on dit simplement que l'autre peut avoir un avis différent et il doit s'exprimer. Et on peut avoir des différences. Mais enfin, si je respecte le nom de cette émission, il faut bien quand même que je vous oppose qu'il s'agit de minorités qui, donc, d'une certaine manière, si elles sont oppressées, en tout cas, subissent un certain pouvoir, et que finalement, il y a peut-être une légitimité à défendre ça. Une légitimité à lutter contre la discrimination, c'est évident. Mais en tout cas, l'outil qui est utilisé là n'est peut-être pas, à mon avis, le meilleur outil. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, vous cantonnez, c'est très identitaire, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes 100% votre orientation sexuelle, vous êtes 100% votre origine ethnique, vous êtes 100% votre genre, voilà. Et alors que c'est pas vrai, on est un mélange de plusieurs identités qui se complètent, et que si on fait cette question avec les minorités, simplement je défends cette minorité ou cette particularité ou cette identité, du coup je défends pas les autres, alors qu'on pourrait, il y a des mélanges, il y a des choses qui dépassent un petit peu notre propre identité. Et en plus, à ne pas vouloir entendre l'autre, à ne pas vouloir entendre celui qui ne pense pas comme nous, on essaie d'avoir un seul discours
celui du bien, celui de la bien-pensance, et on radicalise, au contraire, encore plus celui à qui on enlève la parole, à celui qui n'a pas le droit de parler. Autre problème, pourquoi ? Parce qu'on ne ferait pas partie d'une minorité ou ne fait pas partie d'une certaine identité, on ne pourrait pas s'exprimer là-dessus, parce que ça va tellement loin qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas issu d'une communauté ou d'une minorité, on vous refuse le droit de vous exprimer sur les questions qui ont attrait à ça. Et dernier point, c'est un discours qui est beaucoup trop victimaire et qui laisse les personnes cantonnées à ce rôle de victime. Comme dit Bret Easton Ellis, on nous fait de nous, parce qu'on est tous, plus ou moins à un moment donné, issus d'une certaine minorité ou d'une certaine communauté, on fait de nous des bébés pandas auxquels on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de les offenser, on n'a pas le droit de critiquer. Et ça n'est pas bon pour la liberté d'expression, ça n'est pas bon pour le débat, ça n'est pas bon même pour l'enrichissement de soi. C'est pas bon de ne pas se confronter à l'autre. Ce thème de la cancel culture, vous le déclinez d'une autre manière dans un ouvrage qui vient de paraître, un roman que vous venez de publier aux éditions Les Presses littéraires, Les Petites Souris. Et dans ce roman, donc, vous racontez une histoire d'amour entre deux femmes, une histoire qui s'avère paraître traumatisante, et on est dans un monde où on teste des pilules qui permettent d'oublier justement des événements traumatisants ou qui ont fait souffrir, au risque parfois d'oublier avec ces traumatismes sa part d'humanité qu'il peut y avoir là-dedans. Est-ce que, d'une certaine manière, vous voulez dire par là que cette cancel culture, cette culture woke, elle est d'une certaine manière, elle nous enlève une part d'humanité, en somme, en nous réduisant à des caractéristiques qui peuvent être notre sexualité, notre genre, notre couleur de peau? Ah, c'est très réducteur. C'est-à-dire que si on vous réduit à une seule part de votre identité, à une seule part de ce que vous êtes, c'est évidemment très réducteur. Et ça pose un problème. Et ce livre, en fait, ça fait longtemps que j'avais cette idée de vouloir travailler sur l'effacement des mauvais souvenirs et sur la question de la mémoire, parce que l'effacement des mauvais souvenirs, toutes ces avancées scientifiques, elles existent. Donc voilà, c'est la réalité. Je voulais mêler le vrai et le faux, avec aussi cette histoire plus romancée, voilà, d'un couple dont une personne veut essayer d'oublier un traumatisme. Et en fait, le fait de finaliser l'écriture de ce livre l'an dernier, enfin dans ces derniers mois, une autre histoire est arrivée, c'est-à-dire je me suis dit, on ne peut pas parler d'effacement de mémoire, de souvenirs personnels, sans aujourd'hui prendre en compte aussi la question de la mémoire collective et de cette question de cancel culture. En plus, comme vous le dites, c'est un couple de femmes et c'est un homme qui écrit. Et je me suis dit, mais si c'est un homme qui écrit au nom de femme, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'y a pas une accaparation culturelle, comme on dit, est-ce qu'il n'y a pas ces questions-là? Et donc c'est pour ça qu'il y a ces trois histoires où ça mêle le vrai et le faux. Qui s'entrechoquent un petit peu, avec au final, comme vous dites, cette recherche à chaque fois, que ce soit scientifique ou dans cette histoire personnelle ou avec la cancel culture, de ne pas offenser, de surtout pas offenser et de surtout pas être offensé, de rester dans sa zone de confort, dans son safe space, dans son espace protégé, quitte à ne pas se confronter à l'autre, alors que c'est justement le principe de l'altérité, c'est d'aller voir aussi comment les autres pensent, comment les autres... Et au contraire, même si... je fais pas partie d'une minorité ou même si je suis pas une femme, je peux écrire là-dessus et une femme peut écrire sur des questions concernant des hommes. Voilà, il faut. Et je pense que la confrontation est toujours une meilleure chose que de rester dans son coin, dans sa petite case, avec sa petite étiquette. Et vous vous exposez au male gaze, qui est la simple domination par le regard masculin. C'est-à-dire oui, parce que si on exprime quelque chose, forcément on l'exprime. Et je l'entends ça, c'est-à-dire que c'est peut-être vrai qu'on a un regard forcément masculin, mais il est peut-être pas négatif d'avoir de temps en temps à lire ce regard masculin sur une question qui ne le concerne pas, comme qui ne le concernerait pas, comme j'aime avoir l'avis de personnes qui ne me ressemblent pas sur des thèmes qui m'importent. Donc c'est ce mélange. Je suis pour le débat. Voilà, c'est surtout ça. Dans cet ouvrage, Les Petites Souris, vous mélangez très habilement les genres entre le roman, l'essai. En fait, c'est un peu le prolongement de Voir le pire, puisque vous poursuivez la thématique de la cancel culture et du mouvement woke, mais presque en justifiant justement cette histoire romancée que vous racontez, cette histoire d'amour entre deux femmes. Et ça pose la question du messager aussi. Et la question de savoir si aujourd'hui on peut tout dire en France, tout écrire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui encore ? En France, oui.
Et par rapport à ce mouvement, en tout cas, de cancel culture et du mouvement woke, c'est peut-être beaucoup moins le cas, en tout cas aux États-Unis, pays pourtant vraiment sur la liberté d'expression majeure. Mais en tout cas, c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette censure un petit peu idéologique qui s'active. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention, qu'on soit très vigilant en France, à ne pas avoir le même travers. Parce que ça nous revient, et ça vient dans toutes les sociétés occidentales. La différence peut-être avec les États-Unis, c'est qu'on est un pays de tradition universaliste républicain. Et l'universalisme, ça permet de dire, vous avez chacun votre identité, vous avez votre individualité, mais il y a un ensemble qui est plus important. Et dans cet ensemble, il ne doit pas y avoir de discrimination, il ne doit pas avoir de distinction, ni de race, ni de sexe, ni d'origine. Et ça, c'est quand même un principe majeur qui fait qu'on peut lutter contre ce phénomène de cancel culture et de woke qui vient des États-Unis, qui, comme je vous disais tout à l'heure, est communautariste, individualiste et puritain. Dans un pays comme la France, pays de la liberté d'expression, la liberté de blasphémer, de caricaturer, de la laïcité, on a quand même beaucoup de garde-fous pour empêcher ce mouvement. Mais on doit faire attention. L'organe essentiel de presse de la culture woke, c'est le New York Times. Le New York Times, c'est pas étonnant qu'il s'attaque quasiment chaque semaine à la France et à son universalisme. Vous voulez dire qu'il y a une stratégie délibérée ? Il y a une stratégie parce que la France a tellement ce rôle de pays universaliste que si elle cède contre la pression woke, contre la pression des éveillés, tout le monde pourra céder. Si le pays du débat public, comme on est nous, cède, tout le monde peut céder. Et c'est pour ça que, moi, à mon avis, ça n'est pas neutre que le New York Times nous attaque. Là, dernièrement, il y avait eu par rapport au bicentenaire de Napoléon, mais il y a eu aussi plus grave, c'est-à-dire qu'au lendemain de la décapitation de Samuel Paty en France, le New York Times et d'autres titres de presse anglo-saxons ont lancé une petite musique, oui, mais est-ce que la France, avec sa laïcité, avec sa volonté de contenir l'islamisme et le séparatisme islamiste, n'a pas cherché un petit peu ce qui lui arrive? Et ça, on peut le lire dans cette presse-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, 6 ans après, on n'aurait pas la même unanimité en notre faveur qu'on avait eu après les attentats de Charlie Hebdo. On est passé à autre chose en très peu d'années. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Et votre chroniqueuse, Mila, en subit également de plein fouet ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer, on ne peut pas polémiquer face à une minorité ou face à quelque chose, un groupe qu'il ne faut surtout pas offenser. Et ça pose vraiment des questions en termes de liberté. Et il faut faire très attention. Je vous parlais de New York Times, mais Le Monde, quand ils ont... pas renvoyé, mais en tout cas eu ce problème avec Xavier Gorce qui leur faisait des caricatures, prend finalement le même virage dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Donc à nous de résister et de faire très attention à cela. Et encore heureux, aujourd'hui en France, il y a quand même une large majorité de personnes qui se revendiquent de cet universalisme républicain, tout parti confondu, tout gauche-droite confondu là-dedans. Donc, mais il faut résister, parce que le pire, c'est pas la censure, ça sera l'autocensure. C'est-à-dire que quand vous aurez trop ce phénomène, que vous aurez peur d'avoir offensé, qu'on vous fasse une campagne de dénigrement, parce que c'est violent les campagnes de dénigrement sur la cancel culture, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, où c'est beaucoup plus facile de vous attaquer et de faire un peu de bruit derrière. Mais si on a un petit peu peur du coup après de ce qu'on dit, parce qu'on sait qu'il peut y avoir tout ce phénomène-là, évidemment on va s'auto-censurer. Et là ça sera le pire, parce que là pour le coup, tout le monde dira, on n'a pas demandé à cette personne de se retirer, d'enlever son livre, de ne pas dire cet article, mais de lui-même, il ne le fera pas, puisqu'il aura trop peur. Dans cette France, une sorte de camp retranché contre la cancel culture, le mouvement woke que vous décrivez, il y a une spécificité qui est celle des mouvements islamistes qui cherchent également, qui appliquent la même stratégie de victimisation, je pense en particulier aux frères musulmans, qui appliquent cette stratégie pour, d'une certaine manière, instrumentaliser le sentiment de certains musulmans qui peuvent se sentir à tort ou à raison, victimes d'être d'une certaine manière marginalisés. Est-ce que tout cela concourt d'une certaine convergence de lutte? Quand vous vous attaquez à l'universalisme républicain, c'est pour défendre votre communauté ou une minorité et avoir votre petit précaré sans qu'on s'en mêle un petit peu. Donc forcément, bien entendu, ça peut intéresser ces mouvements-là là-dessus.
Le mouvement woke et la cancel culture et les éveillés, la base de leur idéologie, c'est de dire une minorité est forcément une victime. Donc on ne touche pas à une victime. On ne conteste pas, on ne rigole pas, on ne plaisante pas sur une victime. Et finalement, on criminalise celui qui va avoir des propos contre une minorité ou pour se moquer d'une minorité, et on va aller même à l'excès, à l'excuse pour les actes vraiment criminels faits au nom, par exemple, le terrorisme islamiste. Et j'en veux encore pour preuve, c'est-à-dire l'inversion entre victimes et qui a été fait, par exemple, avec l'affaire de Samuel Paty, ou avec Mila également, qui s'est retrouvée elle-même contestée dans sa liberté d'expression. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que ces minorités, parce que ces mouvements vont s'en servir, et que le mouvement woke, les éveillés, sont les idiots utiles de tous ces mouvements, pour le coup vraiment criminels, quand ils touchent en plus au terrorisme comme l'islamisme. Quelles sont les conséquences si on pousse cette logique jusqu'au bout ? Si on pousse cette logique jusqu'au bout, on s'interdira tous de risquer d'offenser l'autre, et on inversera, c'est-à-dire que celui qui est criminel, mais qui le fait au nom d'une minorité, on va l'excuser. Et ça, c'est quand même assez scandaleux. Est-ce que vous pensez que cette idéologie woke et de la cancel culture peut peser demain sur une élection d'un président de la République et sur un pouvoir exécutif ? Oui, alors peut-être pas directement dans les termes de cancel culture, de woke et tout ça, dans le débat public français présidentiel, mais en tout cas, la question du communautarisme est une question portée par l'ensemble des candidats. Donc on a des avis tranchés, complètement opposés, et on les entend sur cette question. Sur la place de l'individualisme, de l'identité de chacun, est-ce que ça doit prendre le dessus par rapport à l'intérêt général ? Là aussi, c'est des questions qui se posent. Sur l'aspect puritain de ces phénomènes très moralisateurs, est-ce qu'en France, on peut encore se moquer, blasphémer ? Est-ce qu'on peut encore faire ça ? Oui, certainement, mais il y en a qui vont dire non, il ne faut pas mettre d'huile sur le feu, sinon on cherche ce qu'on obtient, vous voyez. Et c'est ça qui est très gênant pour moi. C'est un puritanisme pour vous. Tout à fait, c'est moralisateur. C'est pas étonnant, c'est Brice Couturier qui le dit dans son dernier ouvrage, que finalement aux États-Unis, ce rôle un petit peu puritain, il est repris par ce mouvement woke, par ces gens dans ces campus américains qui reviennent pour donner ce sens de morale et d'imposer une morale à l'autre. Et je pense, oui, c'est très puritain. Une sorte de nouvelle religion ? Une sorte de nouvelle religion, en tout cas, est très stricte et qui interdit de penser autrement, oui. Je voudrais lire 2 courts passages de votre roman Les Petites Souris. L'un qui est au début, puis l'autre qui est à la fin. Je lis. L'époque n'était plus à l'ironie ni à la nuance compte tenu des messages reçus demandant le boycott d'un livre. Malheureusement, l'époque rêvait seulement de safe space, cet espace sûr dans lequel on assure une protection physique, bien entendu, mais surtout psychologique et mentale. Ne pas être bouleversé, ne pas être offensé, ne pas être confronté à tout ce qui pourrait nous perturber ou nous choquer, tout ce qui risquerait de nous rappeler l'ombre malveillante d'un traumatisme du passé. Une protection face à la réalité, à coup d'avertissement sur le contenu de ce que nous lisons, écoutons, regardons. Tant pis si l'effet pervers de cette surprotection est de confiner la personne dans sa zone prétendue de confort, avec le traumatisme trônant fièrement et imprimant durablement notre identité. C'est ça la société qui nous attend demain ? Oui, c'est ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'à force de s'auto-censurer, justement, de ne pas vouloir voir certains traumatismes, quand la cancel culture touche beaucoup les phénomènes historiques, notamment les événements. À un moment donné, tout n'est pas forcément en lumière, il y a de l'ombre aussi dans notre histoire. Mais vouloir tout effacer dès que c'est de l'ombre, c'est mauvais. Déjà, ça te fait regarder l'histoire avec les yeux du présent, c'est jamais une bonne chose. Mais en plus, c'est quelque chose de négatif parce que on n'arrive pas à se remettre en question, on n'arrive pas à avancer si on ne regarde pas même les erreurs qu'on a pu faire et si on ne les accepte pas comme un bloc de ce qui fait de nous. Et à titre personnel, c'est la même chose. Tout ce que je dis là, tous les éléments scientifiques sont vrais. C'est-à-dire qu'on avance vraiment, la recherche est proche de pouvoir
effacer les mauvais souvenirs dans notre mémoire. Mais est-ce que ça serait bon? Est-ce que justement l'être humain n'a pas besoin d'avoir toujours ces traumatismes pour pouvoir justement se sécuriser, pour pouvoir mieux agir, faire attention et pas forcément être dans un cocon surprotecteur? On a besoin parfois d'être offensé, on a besoin d'être secoué, on a besoin de... Voilà. Alors comment on résiste à ce mouvement woke et à cette cancel culture? Eh bien, je pense il ne faut pas prendre à la légère n'importe quelle affaire la concernant. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, la France étant la cible, pays universaliste, pays de liberté d'expression, de droit à la caricature, de pays laïque, si on cède, tout le monde cédera. Donc on ne doit pas céder sur aucune affaire, parce que parfois elles sont ridicules quand on demande certaines choses pour des livres pour enfants, pour des choses comme ça. On se dit, oh, quand même, on ne va pas se battre là-dessus. Mais si, il faut se battre là-dessus, parce que dès qu'on perdra du terrain, ce sera terminé pour nous, pour revenir après, pour retrouver notre liberté. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est que ça a commencé vraiment que dans certains campus américains. Après, ça a pris de plus en plus de place. Et finalement, tous les écrivains, les intellectuels, et notamment de gauche aux États-Unis, au début, on dit bah, c'est pas plus mal parce que ça va contre une morale. Forcément, la morale, c'est les conservateurs, c'est la droite, etc. Sauf qu'à un moment donné, la révolution se nourrit de ses enfants. Et donc, du coup, c'est arrivé contre eux. Et aujourd'hui, vous avez des auteurs, vous avez beaucoup de personnes qui disent ah non, mais là, ça va trop loin. Mais c'est trop tard. Maintenant, le mécanisme est allé beaucoup trop loin. Et aux États-Unis, c'est trop tard. En France, ça n'est pas trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir et réagir à chaque attaque de notre liberté de polémiquer, de dire quelque chose qui est peut-être contraire à la vie d'un autre, mais c'est pas grave, c'est le débat. Il faut qu'on puisse encore échanger. Et on s'aperçoit à quel point c'est important pour la démocratie. C'est important pour notre démocratie. Il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait confrontation. C'est ça qui fait du bien. Merci Olivier Amiel. Merci à vous.